aujourd'hui, on est là pour parler du mois de l'histoire des Noirs au Québec. Donc peut-être je vais faire une brève introduction pardon, du contexte un petit peu. Donc l'Assemblée nationale, le 23 novembre 2006, a adopté le projet de loi visant à faire du mois de février le mois de l'histoire des Noirs pour souligner la contribution historique des communautés noires dans la société québécoise. Ça a été mis en vigueur le 1er février 2017. Et tout ça, ça a pour but de souligner donc l'importance de prendre en compte l'apport des Noirs dans la mémoire collective, mais aussi d'améliorer leur image au sein de la société de manière plus globale. Donc aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat noir, on va parler de racisme systémique, on va parler de notre posture en tant que personne identifiée telle que noire, de ce que ça représente au niveau de l'identité. Et peut-être pour votre information, si jamais à Montréal, il y a une table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui existe, c'est la 34e édition. Puis aujourd'hui, le thème, c'est tout ce que nous sommes, sur le poids émotionnel, puis les souvenirs que nous transcendons au cours de la vie. Et puis, il y a également une table ronde de l'histoire des Noirs à Québec qui porte cette année, pour la 9e édition, sur l'histoire des Afro-Canadiens, éduquer et inspirer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Peut-être un bref mot sur la Maison de l'innovation sociale et l'incubateur civique qui aujourd'hui nous rassemble. La Maison de l'innovation sociale a été fondée en 2017 par des grandes universités, des fondations philanthropiques et accélérateurs, incubateurs. Et la MIS, comme on l'appelle, propulse les démarches d'innovation pour maximiser l'impact dans la société, en apportant notamment les différents pans de notre expertise. Et si je fais plus le focus sur l'incubateur civique c'est quoi? C'est un incubateur qui accompagne les citoyens, les OBNL, donc les organismes à but non lucratif, les PME, tout ce qui représente l'entrepreneuriat social, pour notamment des projets à impact social et environnemental. Donc on est là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Et j'ai la chance d'accueillir donc à ma droite, je confonds ma droite et ma gauche, mais Stéphane qui aujourd'hui fait partie de la cohorte IC8, ce qu'on appelle donc la cohorte 2025 de l'incubateur civique. Merci Stéphane d'être là pour son projet notamment Caucasa, mais il va pouvoir nous en reparler juste après. Et puis à ma gauche, nous avons Jordi qui fait partie de ce qu'on appelle les incubés, donc les personnes qui ont suivi déjà avec les années l'incubateur civique. Donc Jordi a fait partie de la cohorte de l'année dernière pour un projet qui s'appelait initialement On Noir, mais aujourd'hui, il va pouvoir vous en parler. Le projet s'appelle Ajoute pas, puis il aura la chance de vous montrer son t-shirt, donc restez bien à l'écoute sur cette partie-ci. Et puis, je vais juste me présenter brièvement avant de vous passer la parole. Je m'appelle Claire Venant, je suis analyste conseil à la Maison de l'innovation sociale et je travaille notamment pour l'incubateur civique. Et j'ai vraiment le plaisir d'être ici. Puis peut-être d'autres parties de mon parcours, on verra si on en parle. Récemment immigrante au Québec, donc ravie également d'être ici. Puis très contente aussi de m'impliquer dans d'autres thématiques, l'entrepreneuriat social, la justice sociale, les enjeux environnementaux et tout ce qui est de l'intelligence émotionnelle. Voilà un petit peu pour le cadre posé. Donc, qui veut bien se lancer de quel côté pour vous présenter brièvement votre projet? Bonjour Claire, bonjour Jordi. Mon nom c'est Stéphane. Je suis un des incubés à la MIS. Mon entreprise c'est Caucasa. Donc moi, mon but c'est de rendre la recherche de logement plus inclusive et surtout d'harmoniser la relation entre les propriétaires et les locataires. Parfait, il a déjà bossé son pitch. Wow. Mon Dieu, il est efficace cet homme. Il a déjà beaucoup aidé, donc c'est aussi grâce à vous la MIS que le pitch est bon. Merci. Bien joué. Merci beaucoup. Bon, je vais essayer d'être aussi bon. Moi, c'est pas ma spécialité de synthétiser. Donc mon projet, merci Claire pour l'introduction. Allô tout le monde. Salut Stéphane. Initialement, comme tu as dit, le projet c'était Homme Noir, être et bien-être. Donc c'était de promouvoir et puis faire la promotion du bien-être et de la santé mentale pour les hommes noirs. Et puis le projet a évolué, donc le noir a évolué aussi. Et puis maintenant c'est Ajoute pas, mais toujours
avec ce focus-là sur les hommes noirs et leur bien-être et leur épanouissement. Bah là, on voit les thèmes qui se rejoignent, notamment si on ressent sur notre mois de l'histoire des Noirs, il y a à la fois le parcours entrepreneuriat focus sur l'inclusion. Donc, on va voir peut-être en creusant sur ton parcours personnel, qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce sens-là. Puis toi, c'est pareil, sur l'aspect santé mentale des hommes spécifiquement noirs que tu accompagnes aujourd'hui. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui. Puis là, peut-être que je vais vous demander de creuser, justement. Là, vous avez décrit rapidement vos projets, mais pas vous qui êtes-vous. Donc, peut-être, ça va être de qu'est-ce qui vous a amené au niveau de votre parcours personnel. Sentez-vous libre de répondre ou non. Vraiment, le cadre est bienveillant. C'est votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'entrepreneuriat noir? Suite à un déménagement et à une recherche de logement, j'ai compris l'impact de la crise du logement et surtout du climat toxique qui existe entre les propriétaires et les locataires lors d'une recherche de logement. Donc, fort de cette expérience, je me suis dit, fallait que je trouve une solution parce que je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation. Fallait que je trouve une solution pour rendre la recherche de logement beaucoup plus inclusive et beaucoup moins biaisée. Donc, ça part vraiment d'une expérience personnelle qui après t'a donné lieu au projet. Oui. Ok. On reviendra sur les thématiques d'inclusion, notamment spécifiquement en tant que, comme on se définit, d'identité noire, en quoi ça a pu être un obstacle. Donc ça, je vais peut-être y revenir juste après. Mais toi, pareil, pour ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer là-dedans? Mais déjà, merci pour beau projet. J'aurais aimé qu'il soit là quand je cherchais des logements. J'en ai connu. Mais mon projet, je ne vais pas aller dans l'historique très historique. Je vais m'arrêter à George Floyd et puis l'apparition du carré noir sur Instagram. Et George Floyd a quand même amené un courant de bien-être pour la communauté noire, de commencer un peu plus à penser à comment on peut prendre soin de nous en tant que communauté. Et ça m'a vraiment amené à réfléchir. J'ai dit, c'est possible de parler de santé mentale pour les personnes noires, tout ça. Donc ça a déjà ouvert aussi une nouvelle vision pour moi, malgré le fait que j'ai étudié en psychologie, tout ça. Et puis pour moi, de vraiment axé sur la santé mentale des personnes noires, c'est là que j'ai vu apparaître toutes ces choses avec George Floyd. Et puis je me suis dit, on peut vraiment parler de santé mentale et puis il y a quelque chose de spécifique pour les personnes noires. Et puis c'est de là qu'a commencé un peu à émerger l'idée du projet. Et puis là où ça a pris beaucoup plus forme, c'est quand, avec toutes ces initiatives, je voyais beaucoup d'initiatives qui étaient beaucoup réservées aux femmes noires. Et puis, comment on prend soin des femmes noires. Et puis souvent, je me suis vu fermer la porte quand je disais, cet événement-là est bien, j'ai bien envie d'y participer. Et puis on me disait, non, cette fois c'est pour les femmes, on a besoin d'être entre nous. Je fais, ok, je comprends. Et puis j'étais là, peut-être que ça prendrait ça aussi pour les hommes. Et puis l'idée commence comme ça à émerger. Et puis petit à petit, j'arrive à rencontrer la Miss et puis à construire cette idée pour les hommes noirs avec Ajoupa, tout ça. Je vais revenir là-dessus juste après sur le fait que tu avais identifié un besoin bien défini. Là, en l'occurrence, l'errance un peu des hommes noirs, puis l'errance en matière de santé mentale. Mais tu as mentionné juste après l'intervention de la Maison d'innovation sociale. En quoi vous avez pu bénéficier de son accompagnement? En quoi l'incubateur civique a eu un impact positif sur votre parcours, sur votre projet? Parce que, en sachant que vous avez deux perspectives différentes, pour rappel, Stéphane est dans l'incubateur civique, peut-être à la moitié aujourd'hui, puis Jordi est passé par le parcours l'année dernière. Donc, est-ce que vous pouvez... En fait, c'est ça. Donc, j'ai participé à un concours de la Miss, donc je fus l'un des lauréats pour incuber des entreprises à fort impact social. Donc, moi, j'ai vécu ma situation, c'est-à-dire le climat toxique qui régnait lorsque je cherchais le logement. La Miss m'a bien fait comprendre la cause profonde de cette crise parce que c'est comme dans un iceberg, là, on voit le dessus du problème, mais par contre, pour bien résoudre ce problème, il faut aller en dessous pour comprendre les causes et les motivations de ce problème. Donc, j'ai bien compris les causes profondes du problème, autant au point de vue du locataire et au point de vue du propriétaire. Donc, la Miss a été une aide formidable à ce niveau. Également, la Miss m'a aussi accompagné pour bien comprendre les acteurs prenants de cette problématique et surtout comment faire pour pouvoir implanter une solution qui soit durable pour la société. Et c'est pas fini. Et en sachant aussi
pour redonner vraiment le côté bravo pour le parcours, parce que mine de rien, on avait reçu beaucoup de candidatures cette année, quasiment à un nombre record de 87, et on a retenu 20 projets. Donc, et Stéphane en fait partie, donc bravo pour ça. Puis on sait que c'est un parcours qui est assez intense, donc ça demande de l'effort. Donc des fois, il faut le saluer aussi, que l'entrepreneuriat, c'est pas un parcours simple, puis c'est des personnes volontaires qui y vont dedans. Donc merci pour ça, et aussi parce qu'on sait que ça a un impact structurel sur la société, donc tout le monde en bénéficie, et souvent c'est les mêmes qui portent les efforts. Donc merci à nouveau. Merci Anaïs. Je confirme, ça prend des efforts. Je suis passé à travers aussi la Miss, et ça prend des efforts. Ben, je peux répondre à ta question. Peut-être vous avez déjà vu, là, mes idées ne sont pas tout le temps structurées. Et puis, j'ai plein d'idées qui m'arrivent. Et puis, comme là, avec ça, quand je faisais l'historique, et la Miss est venue justement aider à structurer tout ça. Et puis l'accompagnement aussi avec ma coach Sarah, que je salue, et qui m'a beaucoup aidé justement à structurer toutes ces idées-là, à essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je ne sais pas comment Sarah a pu supporter toutes nos rencontres, tellement j'allais dans tous les sens. Et puis il y avait beaucoup de choses à dire, mais ça m'a beaucoup aidé à affiner là, ce projet, à avoir une vision du changement aussi. Ça m'a beaucoup... c'est un moment qui m'a beaucoup marqué aussi dans le parcours, c'est de réfléchir à cette vision du changement. Ben, quelle vision je vois avec mon projet, c'est quoi le changement que je veux apporter, puis tout ça, la Miss a été là pour m'accompagner dans ça. C'est vrai que peut-être si on rebondit sur la définition de l'innovation sociale, il y a tout le pan sur la durabilité, la faisabilité, mais surtout la pérennité du projet. Et souvent, c'est comment tu fais pour qu'un projet dont tu vois le sens au départ ne dessert pas la communauté, mais répondent bien à un besoin défini, puis répondent mieux, de manière plus adéquate en tout cas aux solutions existantes. Donc typiquement, bravo pour le parcours, puis on va pouvoir en reparler, que le projet a évolué, puis aujourd'hui on est très fiers du parcours que tu as fait. Donc, et big up aussi à Sarah Barrault, juste parce qu'il l'a mentionné, parce que l'AMI c'est aussi tout un ensemble de personnes qui est derrière, et puis d'expertise. Sarah Barrault étant la coordinatrice des programmes d'incubation. Donc pareil, et ça a été sa coach. Donc je pense que c'est important souvent de mettre en avant, merci à toutes les personnes de la Miss, puis surtout aussi on salue les deux personnes qui sont derrière la caméra, Laurence Richard puis Sarah Lamar qui travaille à la communication. Donc juste pour dire aussi que l'entrepreneuriat, je fais une petite parallèle, mais l'entrepreneuriat c'est une affaire qui est collective. Donc juste pour remettre ça en perspective. Puis par rapport à ce que vous avez dit, peut-être s'il fallait retenir un enseignement ou une ressource que l'incubateur civique ou la Miss de manière plus générale vous a apporté, qui a été vraiment précieux, un enseignement précieux, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais, comme tu l'as mentionné tantôt, la durabilité. Il faut amener un changement non temporaire, mais un changement qui va avoir un impact durable au niveau du problème que l'on veut résoudre. Aussi, je pourrais ajouter, je sais que tu as demandé un seul mot, aussi j'aimerais ajouter la persévérance et surtout bien comprendre les causes du problème que l'on veut résoudre. Parce qu'on peut voir un problème d'un angle, mais au fond, il faut peut-être changer d'angle, changer de la façon dont on regarde le problème, la façon dont on analyse le problème, et surtout sortir de notre sortir de notre point de vue, essayer de voir le problème du point de vue de l'autre partie également. Il ne faut pas seulement rester de notre côté, vraiment aller voir le problème de l'autre côté du point de vue. C'est vraiment précieux, effectivement, identifier les angles morts. Oui. Il y a aussi nos biais cognitifs, donc qui restent humains, hein, mais et aussi l'importance du coup de bien travailler son parcours usager, ses personas. Donc ça c'est complètement quelque chose qu'on travaille, puis qui n'est pas forcément évident, mais qui est nécessaire. Donc merci à toi Stéphane. Et toi, qu'est-ce que ce serait? Yes. Ben, je reprendrai aussi un peu de ce que tu as dit. Là. Ça a vraiment aussi beaucoup aidé de... on arrive avec notre idée, puis on dit, c'est sûr que ça va aider, tout ça. Et puis là, quand on prend le retour du terrain, puis qu'on fait plus attention à qu'est-ce que les personnes ont besoin, là, ça remet un peu plus en question
pas remettre en question notre projet, mais on le regarde différemment. Comme tu dis, on va chercher, ok, ça veut dire qu'il y avait des angles morts que je n'ai pas vus, tout ça. Donc, ça a vraiment été un enseignement précieux de comment essayer de regarder un enjeu d'une façon 360, sur tous les regards, essayer d'échapper le moins de balles possible à travers les angles morts. Donc ça a été vraiment pour moi un apprentissage. Et je dirais, je prends 2 aussi. Comme tu en as pris 2, je prends 2. Et comme je l'ai déjà dit avant, mais c'est tout ce qui est en lien avec la théorie du changement, la vision de changement aussi, comment bien l'articuler, puis comment ça puisse faire du sens aussi avec notre projet, puis le besoin du public cible. Donc ça a vraiment été pour moi un bon apprentissage là, à construire cette théorie du changement-là, et puis ça a fait évoluer le projet au-delà de ce que je pensais. Ça, c'est top. Justement, comme le but, c'est aussi on le disait tantôt dans la présentation, c'est un peu de maximiser l'impact, puis ça demande des fois d'approfondir ce genre de réflexion, puis après de rentrer dans le concret. Tu parlais d'expérimentation, donc c'est vraiment ça. Puis peut-être maintenant, pour faire le lien avec l'innovation sociale, je vais la redéfinir juste après pour tout le monde, mais en quoi l'innovation sociale, comme ça laisse le temps de réfléchir aussi, en quoi l'innovation sociale a été un levier pour votre parcours d'entrepreneuriat noir aussi? Pourquoi vous êtes orienté vers l'innovation sociale? Et pourquoi vous êtes passé, entre guillemets, par une structure qui porte l'innovation sociale, qui l'incarne même au travers de son nom? Juste pour tout le monde, l'innovation sociale, définie telle quelle par le réseau québécois en innovation sociale, est une nouvelle idée, une approche ou intervention, un nouveau service, produit ou nouvelle loi, un nouveau type d'organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d'une institution, d'une organisation ou d'une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée de l'innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue dans sa créativité inhérente une rupture avec l'existant. Donc ce qu'il faut retenir dans la définition de l'innovation sociale, c'est l'aspect nouveauté, c'est l'aspect besoin bien défini, c'est également la friction avec les solutions existantes qui n'étaient plus adaptées. Le fait que la solution est trouvée preneur, c'est important de dire que c'est quelque chose qui est pris par la collectivité, et justement aussi le fait que ça soit aimable et pour la collectivité. Et enfin, le dernier, c'est, on parle souvent de, peut-être que là on va beaucoup nous en entendre parler, l'aspect structurel, l'aspect systémique. Et il y a aussi beaucoup cet aspect-là cet aspect transformateur, de l'aspect systémique. Donc c'est de garder ça en tête quand on définit l'innovation sociale. Donc c'était juste pour donner le cadre. Donc peut-être je vais réitérer ma question. En quoi l'innovation sociale a été un levier dans votre conception de l'entrepreneuriat noir? Qui voudrait commencer? Tu me lances là. On va voir, grosse question. Merci. Oui, grosse question. Pour la question, quoi c'est un levier, tu dis, pour l'entrepreneuriat noir? Je pense que la définition le dit bien, mais c'est comment apporter quelque chose de nouveau. Et puis comment je le comprends, c'est en lien avec l'entrepreneuriat noir, et puis comment moi aussi je le vis à travers l'innovation sociale, mais c'est de re-questionner toutes ces normes-là, ou de re-questionner tous les systèmes qu'on avait justement, et puis que quand on parle de racisme systémique, quand on parle de la communauté noire, mais malheureusement ces systèmes-là sont venus souvent nous opprimer. Et donc à travers l'innovation sociale, c'est comment on est capable de déconstruire tous ces systèmes qui nous oppriment, qui nous oppressent, et puis de proposer quelque chose de nouveau qui fasse du sens avec nos besoins, et justement qu'on commence à dessiner quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Donc pour moi, c'est en ça que il y a quelque chose de vraiment aidant pour moi à travers l'innovation sociale, parce que ça permet de déconstruire ces systèmes-là. Complètement. Moi, j'ajouterais que tout entrepreneur devrait avoir une fibre d'innovation sociale. Mais pas seulement d'innovation sociale, je dirais beaucoup plus d'innovation, que ce soit innovation économique,
innovation culturelle, innovation environnementale. Donc, on n'est plus autant où est-ce que quand on parle d'entreprise, on parle juste de profit. Oui, dans tout entrepreneur, le profit, elle est très importante, mais surtout, il faut que l'entreprise qu'on veut amener, le projet qu'on a à cœur, ait un impact durable sur la société, un impact durable sur l'environnement que l'on vit, sur l'environnement. Donc, je pense que de nos jours, les entrepreneurs, on a tout intérêt à penser à innover. Je vais rebondir sur ça. Je pense qu'avec la Maison de l'innovation sociale, c'est ce qu'on essaye de porter aussi, cet aspect, avoir une responsabilité sociétale, avoir du sens que l'on porte. Et aussi, je fais le parallèle avec le mois de l'histoire des Noirs, où aussi on met en avant la mémoire collective, mais que ce soit au niveau de l'implication des Noirs dans le développement économique, dans le développement culturel, dans le développement social. Donc il y a tous les pans qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce qui fait qu'on le reconnaît, le succès d'un projet? C'est aussi le fait qu'on le mesure. Donc aussi au niveau de la mémoire, de l'histoire des Noirs, c'est aussi de mesurer à quel point les Noirs ont été importants dans la construction de l'histoire québécoise. Et typiquement dans vos projets, c'est aussi de montrer en mesurant que vos projets répondent à des besoins bien identifiés qui vont bénéficier à la collectivité. Je pense que souvent l'innovation sociale, le premier levier qu'on voit, c'est que ça bénéficie à l'ensemble de la société. Pas forcément de penser que justement ça ne concerne que les communautés noires, parce que c'est à nouveau promouvoir le vivre ensemble, puis de voir ces atouts-là de l'innovation sociale en tant qu'impact positif, pas que sur certains individus, là je reprends la définition, vraiment que sur l'ensemble de la société. Donc c'est vraiment des choses que l'on porte, donc merci d'avoir transité vers l'innovation sociale qui est encore nichée, alors qui gagnerait à être prise en compte par toutes les organisations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on porte ici encore aujourd'hui ou à la Maison de l'innovation sociale avec les maillages, notamment improbables, où on veut faire en sorte que chacun se sente concerné par les questions. Tu parlais tantôt du racisme systémique. Ça demande que tout le monde soit des alliés, du coup de parler à toutes les parties prenantes, y compris privées, publiques, autres, tous les acteurs finalement. Tout à l'heure tu parlais de théorie du changement, de voir l'ensemble des structures, ça demande de s'adresser à l'ensemble des structures et de la société. Peut-être, là c'est pour rentrer peut-être un peu plus dans comment vous êtes senti à l'intérieur, parce qu'au niveau de l'incubateur civique, pour que tout le monde sache également, on s'adresse à la fois sur le projet, mais également sur le développement des capacités des porteurs et porteuses de projets. Donc c'est de savoir comment vous vous êtes senti. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de devoir faire plus que les autres en étant entrepreneur noir? Est-ce que vous avez déjà subi cette impression de manque de légitimité? Des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de ressenti? C'est sûr que moi je dirais que tout entrepreneur, on vit des moments de haut et surtout des moments de bas. C'est un chemin qui est très 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 difficile. Donc il y a beaucoup d'embûches pour mener un projet. Mais malheureusement, surtout pour les entrepreneurs noirs, moi ce que j'ai senti, c'est le besoin de encore mieux performer. L'entrepreneuriat, comme je disais tantôt, elle est difficile, mais pour un noir, il faut surtout mieux performer, surtout mieux convaincre, parce que on dirait que c'est beaucoup plus facile quand un entrepreneur noir a un projet pour que les gens puissent vraiment s'embarquer, pour que les gens puissent nous faire confiance. Donc c'est ça que je trouve un peu, c'est ce désir d'aller beaucoup plus loin qu'un entrepreneur. Pas le droit à l'erreur. Exactement. Donc une pression supplémentaire. Exactement. Est-ce que ça te fait aussi écho aujourd'hui? C'est exactement le mot que j'allais utiliser. Okay. C'est exactement ça, c'est l'impression de comme si on n'a pas droit à l'erreur et puis il faut qu'on arrive avec un projet parfait, là, tout bien monté, tout beau, et puis qu'on ait pensé à tout. Je te rejoins beaucoup dessus, Stéphane, par rapport à ça. Et puis pour répondre à ta question, je ne saurais pas dire pourquoi il y avait ce besoin-là, mais je ressentais toujours le besoin de justifier que mon projet avait du sens. Et puis qu'il faisait du sens, et puis que j'avais toujours le souci de, je suis vraiment sectorisé là, dans une niche en disant les hommes noirs, et puis j'avais l'impression que je devais toujours justifier pourquoi un projet qui encadre uniquement les hommes noirs, comme si mais
mais vous inquiétez pas, il y aura des alliés, puis oui, vous savez, en fait que j'avais toujours besoin de justifier ça, donc naturellement, il n'y a pas d'opposition entre avoir une attention particulière sur un groupe et puis de penser en même temps à l'ensemble de la société. Donc, mais je ne sais pas pourquoi, en étant une personne noire et puis en faisant un projet pour les personnes noires, comme s'il fallait que je justifie pourquoi. Là. Puis j'ai passé beaucoup de temps à expliquer le pourquoi mon projet, comme s'il fallait que je prouve sa légitimité. Je pense que avec le mot que tu as dit, là, entre le droit à l'erreur et puis la légitimité, le sentiment de se sentir légitime encore plus avec les représentations qu'on a cultivées malheureusement pendant des années, puis encore aujourd'hui, sur qu'est-ce que représente un noir. On dit généralement qu'il est plus bête, on avait pu en avoir déjà une petite conversation avant sur plus bête, plus sale, plus serviable, plus violent. Il y a souvent ces anciennes pubs, évidemment, je prends des exemples peut-être anciens, plus flagrants, mais avant on mettait en avant un peu, même dans les représentations théâtrales, l'archétype, le stéréotype du noir colérique, le noir bête, le noir volage, antimoral, et ce qui fait que tout le temps on doit se justifier et on n'a pas souvent souligné l'intelligence noire. Généralement c'était plus la stupidité et la bêtise, comme si c'était un trait associé à une personnalité noire, quelqu'un qui s'identifie tel que noir. Et puis je l'entends, cette pression en tout cas du droit à l'erreur ou de la légitimité, même en tant que, également je fais partie de la discussion en tant que personne noire, et je pense que c'est quelque chose qui nous poursuit, comme si on devait se justifier d'être là. Il ne faut pas oublier aussi le poids de l'histoire, où notamment les noirs ont dû gagner leurs droits civiques, gagner leur liberté, ce qui fait que c'est tout le temps quelque chose que l'on peut perdre. Si on a dû gagner, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose. Donc c'est toujours ce truc de ok, on est légitime d'être là, on a le droit d'exister. Il ne faut pas aussi oublier tout ce qui est les génocides qui n'étaient pas avant tout le temps filmés. C'est-à-dire des choses, les traces de l'histoire, des fois on n'a pas forcément accès aux vidéos. Donc cet aspect-là du droit à l'échec, c'est que tu as des poids supplémentaires aussi, que tout le monde te regarde, parce que la prochaine question, c'est souvent qu'est-ce qui fait, comment vous vous sentez d'être un peu en solitude, parce que souvent on est les seules personnes noires dans l'écosystème, donc c'est ce qui fait aussi que tu te dis que tu es peut-être représentant de au-delà de toi-même. Donc comment vous l'avez vécu, cette solitude, en tant qu'entrepreneur noir, dans généralement des environnements où vous êtes le seul, ou très peu? Comment ça vous l'avez vécu? Pour un peu rebondir à ce que tu as dit tantôt, le stéréotype qui est un peu plus flagrant pour notre communauté, c'est le stéréotype du noir pas sérieux. En fait, quand tu rentres dans une classe, on dirait que la première impression que tu as, surtout quand tu es entrepreneur, c'est le côté du sérieux. Donc malheureusement, des fois, regarde un peu, ça peut être ton apparence, ça peut être la longueur si tu as des cheveux crépus, la longueur de tes cheveux. Donc ce sont des éléments un peu très subtils que la personne te regarde pour définir le niveau de ton sérieux. Donc c'est un peu ça que j'aimerais ajouter. Très très bon point. J'aime ça, j'aime bien. Ça me fait vraiment écho quand tu parles même de tous les biais. Tout à l'heure on parlait des biais cognitifs puis des biais inconscients. Tout ce qu'on représente comme l'entrepreneur fiable, ça passe par quelqu'un, mettons, en costume cravate avec des cheveux en maîtrise. Et typiquement, on va associer le cheveu crépus à quelque chose de pas forcément de sale directement, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas maîtrisé, pas soigné. Donc on va nous dire que l'apparence nous dessert, pardon. Donc, et aussi le poids des représentations. Combien d'entrepreneurs noirs ou d'entrepreneuses aussi noires on peut citer aujourd'hui, le nombre de personnes en position de pouvoir aussi. Donc de montrer aussi qu'il y a ce poids où même les personnes ne se projettent pas avec quelqu'un avec des responsabilités parce que c'est pas dans notre environnement. Donc comment toi aussi tu l'as vécu, la solitude? Bonne question.
je sais pas comment. Mais déjà, tu le remarques. Quand tu arrives, en tout cas pour moi, c'est toujours ah, ok, je suis le seul noir qui est là, et puis je continue, je me dis ah, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Mais c'est. Et puis, ben, comme tu disais, tu as l'impression que. Ben, là, je parle vraiment de comment moi je le vis et puis comment j'interprète aussi, mais toujours, ben quand tu vas amener à prendre la parole, ben, on va te regarder. Ou bien les regards sont sur toi et puis ben, il est porteur là. Quand tu es le seul, c'est comme si tu es porteur de toute la communauté dans l'espace. Et exactement. Plus. Et puis, donc, c'est une charge supplémentaire, comme tu dis, de devoir pallier à tous ces stéréotypes qu'il y a sur nous qu'on connaît. Donc, ben, surtout quand c'est le noir qui est pas sérieux dans des espaces justement de travail, de productivité, de réseautage, ben, tu as tout ça qui vient en tête. En tout cas, pour moi, c'est tout ça. Et puis comment je peux justement ben, montrer que je ne corresponds pas à ces stéréotypes-là. Donc, c'est surtout ça que j'expérimente quand je suis dans un milieu où c'est majoritairement... ben, c'est très homogène et puis moi j'arrive comme la seule personne noire et ben c'est en tout cas je travaille de plus en plus, je remarque que j'arrive plus facilement à investir ce type d'espace là, mais en tout cas ouais, c'est comme ça que je l'ai expérimenté là par le passé. De ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est beaucoup intériorisé dans le sens où tu as une charge mentale qui est supérieure et qu'on ne devine pas forcément. Mettons, pour d'autres personnes, tu arriverais juste dans une salle, mais ils ne savent pas que tout ce que tu as conscientisé derrière en disant je suis le seul, est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Est-ce que je dois. Avant ça, hein, quand tu es chez toi, tu te coiffes, tu dis bon, comment je me coiffe aujourd'hui là, pour ne pas choquer les gens, comment je m'habille aussi. Donc, même comment je vais arriver là, quand je parle du durag, tout ça, est-ce que j'arrive avec mon durag, mais en même temps, si j'arrive pas avant, mes cheveux ils vont. Est-ce que tu peux définir le durag pour que tout le monde sache ce que c'est? Je n'ai pas là tout de suite, mais c'est pour protéger les cheveux. Là, on l'utilise souvent pour, ben, quand on est coiffé, pour tenir la coiffure. Donc, ben, je te dis, ben, il faut que j'arrive bien coiffé. Mais en même temps, le trajet là peut me décoiffer. Mais si j'arrive avec mon durag, donc toutes ces questions-là là, de préparation, c'est cette charge-là qu'il y a quand on est seul. Beaucoup de charge mentale. Je pense que c'est un gros sujet. Puis l'édition de l'année dernière de la table ronde du Québec, c'était santé et épanouissement des hommes, des personnes afrodescendantes. Donc typiquement, ça rejoint ton sujet sur la santé mentale des hommes noirs. Typiquement, la charge mentale est présente, que ce soit, là on parle des personnes noires aujourd'hui dans le cadre du mois de février, du mois de l'histoire des Noirs, mais c'est souvent le cas des minorités, juste pour faire une petite parenthèse, mais qui ont ce poids, cette charge mentale supplémentaire. Mais tout à l'heure, tu parlais quand même du sentiment un peu aussi de l'imposteur, dans ce sens-là, ok, je suis là, je vais devoir justifier constamment que je suis là. Déjà, comment tu l'as vécu en tant qu'obstacle, comment vous l'avez vécu en tant qu'obstacle, mais aussi comment, si jamais ça a été le cas, comment vous avez réussi à le surmonter. Ou est-ce que vous le ressentez toujours, ce syndrome de l'imposteur en permanence? Ben, en fait, moi personnellement, comment j'ai pu le surmonter, c'est par la persévérance. Puis c'est aussi par le fait de se dire, écoute là, on ne pourra pas plaire à tout le monde, tout le monde ne pourra pas nous aimer. L'important c'est que nous, on croit en nous, on croit surtout en notre projet, puis de persévérer malgré les embûches que l'on peut avoir. Et surtout, j'ajouterai ce que je trouve un peu le plus plate quand tu es entrepreneur noir, c'est le manque de représentabilité. C'est très difficile de trouver, de se dire oui, il existe des entrepreneurs noirs qui ont eu du succès au Québec. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a même quand même assez. Mais par contre, ils ne sont pas très visibles. C'est pas du monde qu'on peut vraiment se projeter, on peut dire ok, ben moi j'aimerais ça ressembler à lui. On est plutôt en mode d'avoir plutôt des représentants entrepreneuriales qui sont beaucoup plus caucasiens malheureusement. Donc ça manque de visibilité au niveau des entrepreneurs noirs. Même en termes de construction, te dire que c'est possible, de dire que tu as des exemples de
d'histoire à succès, peu importe comment on définit Exactement. le succès, mais en tout cas, si toi tu le vois en tant que réussite au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as en visibilité justement des parcours qui peuvent être inspirants et te donner de la matière pour ta persévérance? Tu parlais de ça tout à l'heure, donc... Ben, c'est un peu ça. Je me rappelle, moi, dans mon parcours, j'ai comme lu beaucoup de livres d'entrepreneurs québécois pour vraiment comprendre ben, le mindset de l'entrepreneuriat. Malheureusement, j'ai lu aucun livre qui a été écrit par un entrepreneur noir. Donc, comme quoi, si vous avez des exemples, parce que dans le cas du mois de l'histoire des Noirs, je pense notamment, il y a une librairie, je fais du pouce, la librairie qui s'appelle Un livre à soi, qui ce mois-ci promeut des écrivaines noires qui exposent, notamment ton ami Michel, l'exposition, je fais du pouce parce qu'elle est exposée en ce moment à cette librairie. Oui, à l'exposition Résilience, qui justement, pour mettre en avant aussi du contenu d'artistes issus de la communauté noire, parce que justement il y a ce manque de visibilité alors qu'ils existent, puis ils ont à nouveau montré la richesse de la diversité. Donc on fait une petite mention parce que tu as raison, en termes de visibilité, ça gagne à s'améliorer de ce côté-là. Et toi aussi, comment... pareil aussi, comme tu as nommé, mais c'est en lien aussi à ce que tu disais et ce que je vais dire par la suite, il y a la librairie Racine aussi, qui propose vraiment une belle panoplie là, d'auteurs noirs dans tous les domaines. Et je dirais que c'est aussi ça qui... le sentiment de l'imposteur, c'est sûr qu'il était là, il était présent. Et puis c'est aussi ça qui a fait que ça a pris du temps d'entreprendre et de se dire que c'est possible d'entreprendre en tant que personne noire. Et puis, comme je le disais aussi un peu en introduction, j'ai étudié la psychologie et puis le monde de la psychologie est très blanc là. J'ai étudié à Paris, donc c'est très eurocentré. Et puis c'est ça que j'ai dit, je ne savais même pas qu'on pouvait parler de psychologie pour personnes noires. Et puis là, j'ai découvert tout ça. Donc il y a plusieurs choses aussi à travers mon parcours qui m'ont aidé à dépasser un peu ce sentiment de l'imposteur là, mais il était bien présent parce qu'il y avait un manque de représentation là. Et puis même à chaque fois quand je disais que j'étais en psychologie, on me disait ah mais ça c'est des trucs de blanc non psychologie tout ça, j'ai rencontré souvent ça dans mon parcours. Donc c'est sûr que ça remet en cause aussi ta légitimité en tant que personne et puis en tant que personne noire de parler de ces sujets là, d'aller dans ce type de domaine-là. Et puis comme tu dis, j'étais souvent le seul au final quand tu investis ces espaces autour de la santé mentale, que ce soit au niveau des études, que ce soit pour prendre soin de soi, tout ça, souvent j'étais la seule personne noire. Donc quand tu finis par souvent te retrouver seul, tu vas re-questionner ta légitimité d'être là. Est-ce que c'est des espaces pour toi? Est-ce que toi-même tu as le droit de parler de ça? Et puis ce qui m'a aidé à dépasser ça, je dirais que c'est de déconstruire tout ce que tu disais, d'intérioriser, qu'on a intériorisé que on est des personnes noires, on est plus bêtes, on n'est pas capable. Donc c'était d'aller déconstruire ça. Et ça m'a beaucoup aidé de trouver des auteurs noirs. Là où c'est quand même difficile d'en trouver, mais une fois qu'on a trouvé la boîte là, qu'on l'a ouverte, puis on se rend compte de la richesse qu'il y a dans la communauté noire à travers ces ouvrages-là. Donc ça m'a beaucoup aidé à déconstruire cette idée. Non, la communauté noire, elle produit de la richesse, elle produit du savoir, tout ça. Donc j'ai vraiment été allé chercher, m'obliger. Parce qu'il y a aussi ça de s'obliger à, ok, je vais trouver un auteur noir qui parle de la même chose, là. Je vais chercher. Et puis, au final, c'est difficile, mais tu trouves. Et puis là, tu te rends compte que, il y a il y a plein de choses, toute une richesse là. Donc, c'est comme ça que j'ai avancé avec ça. Super intéressant aussi, cet aspect-là à nouveau, on revient sur déconstruire, ça demande à nouveau le terme de la charge mentale, à nouveau, ça demande du travail supplémentaire, mais c'est nécessaire de devoir déconstruire, parce qu'auquel cas, toi aussi, tu vas rencontrer des obstacles qu'on va continuer d'alimenter nous-mêmes. Et puis, à nouveau, avec le mois de l'histoire des Noirs, on voit l'intérêt de connaître l'histoire. Là, tu parlais, par exemple, d'aller te renseigner sur le côté la culture, d'aller lire des auteurs, autrices qui ont écrit sur, mettons, qu'est-ce que c'est le rapport à tel ou tel sujet en tant que personne noire, parce qu'il y a des subtilités qu'il faut prendre en compte.
moi je vais parler en tant que métisse, il y a aussi toute une construction, une quête identitaire sur cet aspect-là. Donc, ouais, beaucoup de recherches. Donc, à nouveau, dans le cadre du mois de février, allez chercher, quelles que soient vos origines, peu importe, allez chercher votre histoire, allez chercher sur l'histoire des autres, de juste comprendre les mécanismes qu'il y a derrière, et notamment pour nous, notre focus sur l'entrepreneuriat noir. C'est pas anodin qu'on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat noir. Pourquoi on associe les mots? C'est parce que le poids de l'histoire fait que les Noirs ont moins eu d'opportunités, sont encore discriminés aujourd'hui. On parle même aujourd'hui d'inégalité environnementale, pour dire que le racisme touche toutes les structures. Racisme environnemental, juste pour dire, c'est quand les minorités sont plus exposées à la pollution, par exemple, et au changement climatique, du fait, par exemple, de la pauvreté, un des facteurs. Donc, ça montre que c'est structurel. Donc, bravo encore, il faut le dire de plus en plus, de vous être lancé dans l'entrepreneuriat. Puis, pareil, de manière générale, bravo à tous les entrepreneurs et entrepreneuses. Mais on fait le focus aujourd'hui pour la communauté noire, où on sait que déjà, il y a des obstacles à être entrepreneur, à être entrepreneuse, mais encore plus quand on est issu des minorités. Donc ça encore, il faut le souligner. Si je peux ajouter à ce que tu disais aussi sur l'entrepreneuriat noir, c'est vrai qu'on dit qu'il y a souvent un manque d'opportunités, tout ça, mais on oublie aussi à travers l'histoire que l'entrepreneuriat noir a été attaqué aussi. Et puis quand je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple aux États-Unis avec les lois de Jim Crow au moment de la ségrégation, quand souvent on a l'image des personnes noires, comme on disait, qui ne sont pas sérieuses, qui sont fainéants, ils ne travaillent pas beaucoup, ces gens-là, justement, il y a des entrepreneurs noirs dans l'histoire à montrer qu'il y avait des commerces noirs aussi, mais que ça a été attaqué à travers la ségrégation, les commerces ont été pillés, on a fait comprendre à ces personnes-là qu'elles ne devaient pas posséder des espaces, tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'attaques aussi envers la communauté noire et l'entrepreneuriat noir aussi historiquement, où on a voulu empêcher ces personnes-là de s'épanouir, de s'émanciper également dans la société. Donc il y a tout ça aussi qui joue le poids de l'histoire. Complètement, le fait que ça peut être inconsciemment vu comme quelque chose de dangereux aussi, l'entrepreneuriat. Mais de manière générale, quand tu es une personne noire, c'est inscrit dans tes gènes, parce que maintenant on prouve que les traumatismes se passent même dans les gènes. La mémoire intergénérationnelle est une réalité. Et de montrer qu'aussi il y a une dangerosité dans le fait d'être vu en tant que noir, en tant que, quand tu te mets dans la lumière, comme on dit, tu as plus de chances aussi de recevoir des briques sur toi, parce que tu représentes bien plus que toi-même. C'est ça aussi qui est difficile parfois lorsqu'on est noir, c'est qu'on n'est pas juste une personne, on représente quelque chose. C'est ça qu'il faut garder en tête quand on est une minorité, on ne représente pas que soi-même. Donc déjà que c'est dur d'être soi-même dans une vie, de porter un poids supplémentaire, puis un poids aussi de l'histoire. L'histoire est là aussi pour qu'on apprenne de nos erreurs. Et en l'occurrence, tu as raison, il y a un poids peut-être associé à la dangerosité dans le fait d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Aujourd'hui, il y a aussi une quête de je suis légitime. On en parlait quand on s'était rencontrés, ce truc de je m'autorise pour une fois à briller, en tout cas à essayer d'être dans une démarche de mon projet, j'ai le droit de le porter. J'ai le droit. Juste se dire j'ai le droit. Et ça, c'est assez difficile. Et là, on a identifié beaucoup d'obstacles, tu vois, pour l'entrepreneuriat noir, parce qu'il y en a, et je pense qu'on les a même pas tous cités, mais peut-être que... Restons optimistes. Mais comme quoi, c'est énorme, c'est systémique d'une manière, on ne pourra pas tout aborder, mais que je pense qu'à chaque fois, c'est pour ça que c'est facile de rebondir, c'est quelque chose qui est collectif au niveau de la communauté noire, et pourtant, on n'est pas pareil, nous ne sommes pas les mêmes, on a des subtilités, mais pourtant on connaît les mêmes enjeux. Donc c'est fou, c'est quand même de se dire que c'est associé aux communautés noires. Et peut-être maintenant pour l'aspect, comme on dit, on disait porter le changement, en quoi on peut être optimiste, quel conseil on donnerait, au début j'allais dire un jeune, peut-être pas, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat noir, qui a peur aujourd'hui, en tout cas peu importe, quel conseil on pourrait lui donner? Moi, le conseil que j'aimerais donner à un entrepreneur noir, jeune ou vieux, de la même façon que nos ancêtres, ils ont brisé la chaîne de l'esclavage, nous, on doit être assez fort pour briser cette chaîne mentale qui, consciemment ou inconsciemment, nous empêche de nous lancer dans l'entrepreneuriat.
Je dirais également qu'on ne doit pas avoir peur de lancer des projets d'entrepreneuriat qui soient innovants, qui soient grandioses. Il ne faut pas avoir peur de se dire, écoute là, est-ce que les gens vont croire en nous? Est-ce que les gens vont nous trouver sérieux? On n'est pas là pour laisser les autres nous mettre des limites. Donc, comme on dit en anglais, sky is the limit. Donc, il faut croire en nous, puis n'ayons pas peur de porter des projets qui soient à la hauteur de nos ambitions. Avec le poids des barrières invisibles, mais peut-être dans ce que tu dis, c'est de rajouter de soigner alors les piliers, parce qu'il y a beaucoup de la solitude dans le parcours d'entrepreneuriat, on en parlait tantôt, puis ça fait beaucoup de charges, même quand il y a des projets qui font du sens pour toi, et pour la société de manière générale, donc peut-être de rajouter de bien s'entourer, notamment que ce soit en allant connaître ton histoire auprès des autres communautés, noires ou pas, mais de se faire entourer, d'où l'intérêt aussi dans l'incubateur civique, qu'on est en cohorte, c'est pas pour rien, c'est aussi pour s'entraider, l'intelligence collective, donc de se dire aussi que ce parcours, tu n'as pas à être seul dedans, et y compris quand tu es noir, encore plus de solitude, tu n'as pas à être seul. Merci pour le partage. Merci. Moi, ce que je dirais, mais je commencerai par dire, mais déjà c'est normal, et puis je comprends ceux qui ont plus de réticence, et puis qui se demandent est-ce que j'ai ma place là, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Et puis, moi je trouve ça important de dire ça parce que ça permet de retirer un poids aussi. Ça ne vient pas que de nous, simples individus, on dirait que j'ai de la misère à entreprendre, on dirait que j'ai de la misère à m'engager, puis à vouloir, mais on a aussi on porte un poids qui est historique et puis qui est actuel en même temps. Donc c'est difficile de de trouver cette énergie-là encore pour se dire, je vais entreprendre, je vais essayer de briser ces barrières-là ou de passer à travers tout ça. Donc ça permet des fois aussi de calmer un peu, souffler et puis de dire que ça vient pas que de nous. Et pour moi, une fois qu'on reconnaît ça, c'est plus facile après, par la suite, de voir que c'est possible. Et puis, c'est ça que je dirais, que même si c'est difficile, même s'il y a des barrières à déconstruire, tout ça, à devoir enjamber, à devoir casser, c'est possible. Et ça a été montré, comme tu dis, par l'histoire, ça a été démontré dans le passé que on est capable de pouvoir justement briser ces choses-là, d'entreprendre, de prendre possession des choses à nous aussi. Comme tu dis, on a le droit. Et donc c'est ce que je donnerais comme message à ceux qui viendraient après. Et on dirait qu'il y avait autre chose que je voulais dire, puis ça m'a échappé. Si jamais ça te revient, t'as la place pour le dire, t'inquiète pas. Mais il y a vraiment par contre, c'est important. Quand t'as parlé, ça m'a fait penser à la phrase dans le film c'est dans ta tête, Trudy. Ou je sais pas comment dire. Mais dans le sens où, justement, c'est pas que dans ta tête. Et à nouveau, ça refait écho à la solitude qui ne doit pas être présente. Là, de se dire que si t'as peur de te lancer, c'est des peurs qui sont légitimes. Donc, c'est pas de ton imaginaire, tes inventions, qu'elles sont là, c'est une réalité. Maintenant, c'est comment tu les adresses et comment tu fais en sorte que ça soit un parcours le moins pénible. Limite, le parcours, s'il peut être agréable, c'est ce qu'on essaye de faire en étant entouré, en adressant vraiment, mettons, le racisme systémique dans ton parcours, en comprenant aussi ton histoire. Est-ce que ça pourra aussi t'aider et je pense qu'en faisant que ton écosystème soit plus représentant, je veux dire, soit des alliés. À nouveau, on est là aujourd'hui, c'est pas pour taper sur quelqu'un ou pointer du doigt quelqu'un. Au contraire, c'est de faire en sorte que ce mois de février qui a lieu, pourquoi on a choisi d'ailleurs le mois de février, c'est parce que c'est le mois de naissance de deux grands abolitionnistes. De mémoire, je sais qu'il y a Abraham Lincoln, mais pardon, j'ai oublié le deuxième. Mais pour dire que c'est aussi un truc de rappelons-nous qu'il y a eu des alliés, rappelons-nous que c'est une démarche qui est collective. Donc je pense que de faire
pourquoi aussi on fait cette discussion, c'est pour sensibiliser des personnes même en dehors de la communauté noire. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces sujets, on les connaît. Nous-mêmes, on se fait la discussion à nous-mêmes, on serait capable d'énumérer tous les obstacles. Mais l'idée, c'est de prendre tout le monde avec nous, et puis pas forcément de se faire voir comme des victimes, c'est pas le but. On essaye de plus de dire, ok, intéressons-nous aux faits, puis voyons qu'est-ce qui est possible de faire de point de vue optimiste. C'est Frédéric Douglas. Merci. Frédéric Douglas. Merci. Voilà, c'est Abraham Lincoln puis Frédéric Douglas. Donc c'est pourquoi on a choisi le mois de février pour porter ce mois de l'histoire des Noirs historiquement. Dis-moi. Mais c'est revenu. C'est bien. Non, mais c'était par rapport à quand je disais que c'est possible, mais c'est possible aussi quand on ne s'arrête pas aux évidences. Dans le sens que, évidemment, je vais voir majoritairement des personnes blanches entreprendre. Je vais arriver dans un espace où il n'y a que des personnes blanches. Et puis quand on fait un peu ses propres recherches, on voit qu'il y a de l'entrepreneuriat noir, on voit qu'il y a des personnes qui réussissent et que c'est possible. Donc justement, de ne pas s'arrêter à l'évidence que on n'est pas là, ou c'est pas un milieu pour nous, et puis de creuser un peu plus, et puis d'aller chercher, il y a eu des gens avant nous. Oui. Il y a eu des gens avant nous, il y a des gens qui sont là aussi et qui font, et puis je l'ai pas nommé tout à l'heure dans mon parcours qui m'a aidé à traverser ce syndrome de l'imposteur-là, mais Fabrice Ville, je vais quand même le nommer fondateur de Pour 3 Points, organisme pour lequel je travaille actuellement, mais ça a été pour moi une figure là, de représentation, et puis de me dire que c'est possible, l'entrepreneuriat noir, d'avoir son organisme qui emploie une vingtaine de personnes, et puis avec comme mission justement de réduire les inégalités de chance. Ça a été pour moi vraiment une révélation là, de me dire, ok, il y a quelque chose qui est possible, encore une fois. Là. Moi, je te dirais que mon fils, il s'appelle également Fabrice. Ah, et ça a été un clin d'œil à Fabriceville. Mais non! Le monde est petit, le monde est petit! Je ne connais pas Fabriceville, mais quand on a choisi le nom, ma conjointe et moi, donc ça a été un clin d'œil à Fabriceville. Mais on voit le poids de la représentation, oui, c'est qu'on disait juste avant, et puis quand on voit des personnes qui nous ressemblent et qui réussissent de cette façon aussi, c'est sûr que ça a un impact sur nous. Est-ce que vous dites aussi, ça me fait penser à l'importance de la transmission, et quand on dit que transmettre c'est en incarnant, c'est ce que vous faites en étant entrepreneur, alors même que c'est un parcours qui est compliqué, mais la manière aussi de porter des valeurs, notamment l'inclusion, on va reparler de ton projet, ou bien tout ce qui est sur la santé globale et notamment mentale, c'est en l'incarnant, c'est en disant, c'est justement pas que en se limitant aux mots, c'est dans les actions, puis c'est aussi ça l'innovation sociale, c'est de rajouter du concret là-dedans. Donc à nouveau, peut-être on peut bifurquer sur c'est quoi votre vision du futur, que ce soit personnellement en tant que porteur de projets noirs, mais aussi quel est le futur de vos projets. Qu'est-ce que vous voulez pour la société demain? Si je parle un peu personnellement, avant de parler professionnellement, personnellement, c'est de rendre le monde, là on parle d'inclusion, je dirais c'est de rendre le monde beaucoup plus inclusif et beaucoup plus sincère. Malheureusement, le monde, surtout au niveau de la politique, ils ont tout le temps de beaux discours qui peut-être ne s'accompagnent pas de gestes concrets de sincérité. Donc peut-être que je ne verrai jamais ce monde-là, mais c'est vraiment de voir un monde sincère, de voir un peu que nous tous, l'égalité, elle doit être accessible à nous tous, peu importe notre origine, du pays que l'on vient. Donc c'est comme ça que j'imagine le monde, mais comme je dirais, je ne pense pas qu'un jour je le verrai. Au niveau de mon parcours professionnel, mais de mon projet, je travaille très 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 fort à rendre la recherche de logement beaucoup plus inclusive. Je travaille très très fort à ce que, autant au niveau des locataires, autant au niveau des propriétaires, qu'on ait le moins de friction que possible. C'est un projet qui va prendre du temps à mettre en place,
Mais je suis très confiant, surtout avec l'aide de la Miss, que le projet il va aboutir. Donc, on vit présentement une crise de logement qui est assez aiguë. Les gens peut-être ne se rendent pas totalement compte de l'impact que cette crise a sur les gens, que ce soit les jeunes, les familles. Aussi là, c'est très très difficile pour une famille. Donc mon rêve, et c'est ce que je travaille très fort dessus, c'est de rendre la recherche de logement beaucoup plus sobre, harmonieuse que possible. Donc on retient sincérité puis inclusion pour le futur. Oui. Merci. Toi, Stéphane. Merci Stéphane pour ton partage. Je dirais aussi monde plus inclusif dans le sens que tout le monde a sa place et puis chaque personne a le droit de prendre la place qui souhaite et qui lui revienne. Et j'ajouterais aussi un futur de plus de partage entre les personnes et puis moins de travail en silo et puis beaucoup plus de partage entre les personnes, entre les savoirs, entre les richesses, avec cette idée que chaque personne a la place qu'il doit avoir dans la société. Et au niveau du projet aussi en lui-même, le futur du... comment dire? Ben, le projet aussi s'inscrit dans une démarche on parle de santé mentale, axée sur les personnes noires et les hommes noirs. Et comment avec ce projet-là, capable de rendre compte d'une autre forme, je sais pas comment le dire, mais une autre forme de prendre soin de soi, une autre forme de santé mentale, essayer de développer cette approche afro-centrée autour de la santé mentale et puis de vraiment aller justement apporter cette pierre à l'édifice là, de construire une approche qui ressemble beaucoup plus aux personnes noires, en tout cas quand on parle de santé mentale. Donc c'est ce en quoi j'ai envie que le projet contribue. C'est vrai, c'est aussi adapté à la réalité culturelle, par exemple. Exactement. Tout à l'heure, tu parlais de tout l'aspect, de l'aspect culturel. On dirait ça, c'est quelque chose de blanc quand on parlait de psychologie. Puis, c'est pas forcément de faire un copier-coller, de dupliquer juste ce qui se fait, notamment dans l'Occident, et puis même, c'est très large, de voir comment on peut s'adapter aux cultures sans de tout le temps chercher à imposer un modèle standardisé, uniformisé, universel, sans tenir compte de la richesse à nouveau, de la diversité. Puis quand tu as parlé de partage, ça fait penser vraiment au maillage. Il faut créer le fait que tout le monde se parle, tout le monde s'intéresse à chacun et une parole plus honnête, plus authentique pour vraiment, quand on parle d'innovation sociale, c'est adresser les choses réellement puis durablement, et pour le faire, c'est qu'en ayant une parole honnête et en s'autorisant à communiquer aussi. Donc en tout cas je vous rejoins pour la vision du futur, ce pourquoi je suis fière, je vais parler peut-être plus en mon nom, ce sur quoi je suis fière en travaillant notamment à la maison d'innovation sociale, en étant venue ici, ou même peu importe de tout ce qui fait ma personne, c'est de me dire que le futur, moi je le veux plus honnête aussi, plus de bienveillance, même si ça fait naïf de le dire. Aujourd'hui c'est triste parce que ça fait naïf et de dire je veux que le monde soit meilleur, alors que ça devrait être l'essence même de ce qu'on veut porter. Puis pareil, souvent notre but de vie c'est être plus heureux, et aujourd'hui ça paraît naïf de le dire. Donc ça passe par différents pans. Puis en tout cas pour moi, la vision du futur, si on recentre sur les communautés noires, c'est un monde où par exemple toutes les personnes noires se sentiraient c'est pas tant s'accepteraient pour qui ils sont, parce que je pense que même moi c'est une quête identitaire, et Jordi m'a fait beaucoup de bien en ce sens, en m'aidant notamment sur le rapport à l'histoire pour accepter et aimer ma couleur de peau. C'est bête, mais c'est tout un combat quand on ne t'a pas forcément appris à l'aimer. Puis c'est pourquoi j'ai voulu aller aider les entrepreneurs, notamment entrepreneuses, c'est parce que je vois le sens qu'ils essayent de porter, la charge qu'on met uniquement dans leurs mains. Et juste pour faire du pouce sur le dévoilement de l'indice entrepreneurial québécois au mois de septembre-octobre,
je me rappelle plus exactement des dates, à HEC Montréal, montrait l'importance de porter l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat des minorités. Donc d'essayer de donner de la voix à ceux qu'on a toujours essayé de faire taire. Moi, c'est un peu de mes missions de vie. Puis, juste pour centrer, la Miss et l'incubateur civique agit en ce sens, notamment en ayant choisi ces thématiques phares qui sont la santé, l'écologie et la diversité. Et la diversité aussi, on veut l'incarner dans les personnes qu'on accompagne, et c'est pour ça qu'on est très fiers aussi d'avoir plein de personnes qui ne se ressemblent pas, que ce soit en termes de parcours, de physique, peu importe, que sais-je, au niveau de la cohorte. Vous pourrez voir peut-être nos stats si vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on veut porter. Et si jamais, il me reste 2 petites questions en tête. Oui. C'est, est-ce que quel serait votre message, là c'est assez libre, quel serait votre message en lien avec le mois de l'histoire des Noirs qui termine du coup, là on est à la moitié du mois de février, on est le 14 d'ailleurs, on tourne ça le jour de la Saint-Valentin parce qu'on essaye de promouvoir de l'amour entre tout le monde. Merci aux amis, à la famille, aux conjoints, peu importe, mais en ce jour justement de célébration de l'amour normalement, et en ce mois de février de l'histoire des Noirs du Québec, du Canada, puis même en dehors à l'international, quel message on voudrait faire passer en tant que personne noire? On peut prendre le temps de réfléchir, vous avez le temps. Stéphane se lance à droite. Stéphane, il est prêt. En fait, peut-être je rêve qu'un jour qu'on n'ait plus besoin de parler de l'histoire des Noirs. Je rêve d'un jour que les Noirs, je peux aller plus loin même que toutes les communautés ethniques, qu'on soit tellement arrivé à un stade qu'on soit au même pied d'égalité, que le mois des Noirs tomberait inutile. Donc, on dirait l'être humain. Exactement. Donc on dirait peut-être l'année humaine. Donc c'est un peu ce rêve que j'ai. Merci. Je pense que je vais m'inspirer de ça, au final. C'est très parlant. Je vais m'inspirer de ça parce que ça me parle beaucoup du fait que je viens d'une région qui est connue un processus de créolisation. Et ce processus de créolisation-là, c'est de comment chacun dans sa propre individualité, sa propre spécificité et différence, mais ensemble, on réussit à construire quelque chose de commun, de nouveau, et puis qui mélange tous les différences de chacun en une seule chose qui est la créolité, et puis qui donne la langue créole. Donc pour moi, ça me parle beaucoup quand tu parles de ce futur-là où justement qu'on soit capable de créer à nouveau du créole, si je peux dire ça comme ça. Et puis justement un monde où il y a plus ces barrières-là entre les différentes communautés, puis qu'on est capable de créer du créole. Mais c'est beau, ouais, le créole est né du métissage, donc... mais c'est ça, c'est pas forcément effacer les différences de chacun, mais c'est de créer des beaux mélanges avec, on dit pas on doit à nouveau s'uniformiser, etc. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est à nouveau, c'est la richesse de la diversité, et de plus forcément à avoir à parquer les gens par communauté. On aimerait juste faire en sorte que l'être humain soit bienveillant, peu importe à qui tu t'adresses. Au final, on a tous les mêmes buts. On veut prendre soin de la planète normalement, on veut qu'il y ait du sens, on veut que les enfants soient heureux, on veut que les adultes soient heureux et guérissent des traumas d'avant. En fait, ça concerne des sujets qui sont humains. Ils ne sont pas noirs. Depuis tout à l'heure, on dit entrepreneuriat noir, mais on a précisé noir juste pour parler, nous, de notre expérience. Mais l'entrepreneuriat, c'est des êtres humains qui le portent. Donc, plus tard, on espère peut-être avoir à dire ça, puis de pouvoir dire que le monde est inclusif en, comment on pourrait dire, une créolité, ou en tout cas quelque chose. Édouard Glissant parlait d'une créolisation du monde. Et je sais pas si on peut s'inspirer de lui ou pas, mais ouais. Peut-être. Je sais pas. C'est ça, je pense que
c'est aussi la volonté du mois de l'histoire des Noirs de montrer que c'est aussi des sujets qui nous concernent, qu'on gagnerait à vraiment prendre des actions pour le vivre ensemble. Donc, et c'est pour ça que c'est très cool que cette conversation, on puisse l'avoir aujourd'hui, parce que ça aussi, la Miss nous donne la chance d'avoir cette conversation. Donc, soyons aussi des alliés de ce genre de sujets qui sont structurels, qui sont systémiques, qui demandent l'implication de tous pour que peut-être demain, on arrête de dire « Oh, ce noir a fait ça ». Non, on parlerait simplement d'êtres humains. Et puis aussi, peut-être qu'on peut mettre en avant des initiatives positives qu'il existe aujourd'hui. C'était la 4e édition du sommet pan-canadien des communautés noires pour mettre en avant justement la richesse, l'histoire de cette communauté. Il y a aussi des initiatives spécifiquement, je peux parler plus pour les femmes aussi noires, comment on fait pour adresser le leadership noir, le rapport au pouvoir, quand tu es une femme déjà, mais en plus quand tu es issue d'une minorité, c'est plus compliqué. Donc peut-être notre but, nous, dans notre vision aujourd'hui, c'est de ne plus avoir à parler de ces sujets, non pas parce qu'on ferait l'autruche, mais parce que ce seraient des sujets auxquels on aura réussi à trouver des solutions durables et adéquates pour ne plus avoir à parler de discrimination notamment. Donc c'est ce qu'on se souhaite. Et peut-être la dernière question qu'on a aussi à... Oh, vas-y. Je vais donner un dernier message. Vas-y. C'est aussi d'aller à la recherche du savoir noir. Et je le dis aussi comme message d'aller regarder l'histoire, les personnes qui ont marqué cette histoire, puis les personnes qui sont en train de marquer aussi en ce moment l'histoire, mais d'aller à cette recherche-là de notre richesse, de notre savoir et de toutes nos connaissances aussi, c'est pour moi quelque chose d'important. Je vous partagerai 2 livres, juste parce que moi, un truc que j'adore, c'est aussi les livres. Puis je me dis que ça peut aider pour l'histoire, puis pour approfondir les connaissances. Il y en a un qui s'appelait Blanc autour, sur justement, notamment aux États-Unis, pour la lutte que ça a demandé de faire en sorte que les jeunes filles noires puissent avoir accès à l'éducation avec l'école. Donc rien que là, c'est pour illustrer que ça a dû être un combat. Et le dernier livre en date, un roman graphique que j'ai beaucoup aimé sur savoir qu'est-ce que c'est la réalité quand tu es homme noir, tu parlais des cheveux crépus tantôt, et ben il y a un livre qui s'appelle aujourd'hui Racine, de mémoire, je crois que ça s'appelle Racine, on vous mettra aussi les liens si possible, et ça parle justement de qu'est-ce qu'il y a derrière le cheveu crépus. Il y a le poids de l'histoire, il y a aussi le poids de l'histoire des tresses, pour ça souvent on dit de l'appropriation culturelle, de savoir l'histoire puis de la comprendre, et une fois que tu la comprends, tu peux c'est pas jouer avec, mais tu peux créer un futur qui a de la connaissance sur son passé, parce qu'on dit souvent que pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, faut avoir de la connaissance sur ce qui s'est déjà fait. Donc peut-être le mot de la fin, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos projets et amplifier votre impact, et même en tant que personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez plus à l'aise aujourd'hui. Je peux commencer Ouais. Comme tu veux. Mais moi, c'est simple, c'est pour ça, c'est rapide. Mais bientôt, voilà, ajoute pas là. Le projet va sortir sous forme de plateforme numérique avec un site web, tout ça. Donc, c'est de diffuser le lien le plus que possible. Et puis, dessus, il y aura un formulaire, questionnaire pour les hommes noirs pour recenser leurs besoins, justement, de tout ce qu'on a dit avant, pour pouvoir construire quelque chose qui leur ressemble. Donc, c'est de remplir ce questionnaire-là le plus que possible, s'il vous plaît. C'est ça que je dirais. Donc, si jamais, ça va être de partager le plus possible le site de Jordi, donc, qui s'appelle Ajoupa, pour aller justement avoir accès aux personnes noires, aux hommes noirs, pour qu'ils conçoivent encore plus un programme qui peut répondre à leurs problématiques. Et comme tu parlais tout à l'heure, de ne pas faire de la santé de manière standardisée, mais s'adapter vraiment aux besoins spécifiques des communautés noires, et spécifiquement les hommes. Donc merci et bravo pour le parcours. Après l'incubateur civique, on voit que les projets perdurent et ont vraiment du sens. Donc on continuera de porter ça. Merci beaucoup, Jordi. Merci, Claire. Moi, ce que j'aimerais avoir pour le projet, on sait tous que la période de recherche de logement, elle avance bientôt, je pense,
En général, les gens commencent à chercher un nouveau logement au mois de mars, avril, quand on commence à avoir moins de neige, quand on commence à faire moins froid. Donc, moi, je dirais, même si le projet n'est pas encore démarré, ça devrait l'être autour du mois d'avril. J'inviterai ceux qui ont de la difficulté à trouver un logement, que ce soit jeunes, familles, à me contacter via LinkedIn. On pense également aux propriétaires parce que pour nous, on ne voit pas juste un côté du médaille, on voit les deux facettes. Donc, j'inviterai dès maintenant, que ce soit les locataires, les propriétaires, à me contacter sur LinkedIn pour que je puisse bien comprendre leurs problématiques, bien comprendre leurs besoins et surtout pour que la plateforme que l'on compte lancer au mois d'avril puisse bien répondre à leurs besoins. Donc, n'hésitez pas, pareil, parce qu'on a tous connu des problématiques au niveau des logements. Puis là, c'est de promouvoir l'inclusion, parce qu'on sait que des personnes ont vraiment du mal à avoir accès. Il y a plein de barrières au logement qu'on ne suppose même pas, qu'on n'imagine pas. Donc, allez soutenir, pareil. Donc, en sachant que Stéphane va devoir réaliser encore plus d'entrevues pour aller sonder les besoins des parcours, pour le parcours usager. Donc, n'hésitez pas. Puis, ça, c'est de manière plus globale. Si vous voulez venir soutenir ou juste avoir une discussion avec notre ancien incubé et notre incubé actuel, n'hésitez pas si vous êtes partenaire, futur client, peu importe, ou si vous voulez les soutenir même financièrement. C'est des choses qui sont importantes aussi au niveau de l'entrepreneuriat pour donner une chance au projet d'exister parce qu'à nouveau, c'est de l'innovation sociale, ça bénéficie à la collectivité. Donc, on a vraiment besoin de vos soutiens. Ils en ont besoin aussi, donc n'hésitez pas. Puis, peut-être le message de fin pour ma part en tant que représentante de la Miss aujourd'hui, c'est de inscrivez-vous à l'infolette. Aujourd'hui, je pense que ça va faire sourire la com. Oui, parce qu'on fait passer beaucoup de messages. Puis, il y a des événements qui s'en viennent. Il y a la soirée bénéfice en mai, si jamais ça vous intéresse. On essaye de mettre en avant des concepts, notamment de maillage improbable, où on fait parler des acteurs qui normalement ne se parlent pas, alors que justement on essaye d'adresser des enjeux systémiques où tout le monde doit être à la table, comme nous aujourd'hui, autour de ces fauteuils. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à venir nous parler. Moi, c'est Claire Venance à nouveau sur LinkedIn. Si jamais il y a besoin de renseignements sur ce qu'on fait sur l'incubateur civique à la Miss, parce qu'on ne fait pas que au niveau de l'incubateur, on a aussi laboratoire vivant, la réglementation, les mandats, autres. Et n'hésitez pas à nous parler si on peut vous aider pour l'innovation sociale. Et à nouveau, très bon mois pour le mois de l'histoire des Noirs. Merci encore à Jordi, à Stéphane et à la com d'avoir été là avec nous, Laurence et Sarah. Merci à Claire, merci Jordi. Merci de nous avoir réunis. Avec plaisir. Puis à nouveau, bon mois. N'oubliez pas que c'est un mois pour sensibiliser, éduquer, comprendre son histoire, puis aussi de valoriser l'image des Noirs aujourd'hui qui est encore mise à mal. Et encore plus quand on se rend compte avec le climat politique que les droits civiques sont très vite la première chose qu'on met sur le côté et qui recule. Donc n'oubliez pas que c'est une quête qui doit se poursuivre et qu'on doit continuer d'alimenter tous ensemble. Donc soyons des alliés dans cette lutte-là. Donc, si je pourrais ajouter une dernière chose au niveau, disons, des institutions financières, qu'elles prennent plus conscience de la réalité particulière que vivent les Noirs. Donc d'avoir plus de projets, d'aider plus d'entrepreneurs noirs et pour bien prendre en conscience de leurs particularités. Et si jamais il y a besoin de savoir c'est quoi la réalité noire, si jamais vous avez besoin de poursuivre cette conversation, nous poser des questions, c'est vrai que ça nous demande, mais on est prêt à faire cet effort pour dire qu'est-ce que c'est la réalité noire. Parce que même si des fois on veut bien aider, on n'est pas forcément outillé. Donc c'est pour ça qu'on fait cette discussion aujourd'hui. Et je donne un exemple, c'est dans le cas par exemple de quelqu'un qui a vécu une dépression. On dit souvent que la personne elle-même en dépression doit être accompagnée, mais les proches aidants aussi pour être les meilleurs alliés du monde. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on a la bonne volonté qu'on a la bonne manière. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'information pour adresser au mieux les sujets. Les enjeux sont systémiques, ils nous dépassent, mais on est capable d'agir tous ensemble. Donc merci à nouveau et très bonne journée, soirée, peu importe là où vous êtes, portez-vous bien. Merci bien, au revoir. Au revoir. Et bravo. Tu vois, il n'y avait pas besoin de retourner. Bien joué. J'ai pris en note plein de citations. Attends, je te voyais noter, en plus elle faisait pas de bruit avec son clavier. Bon, parfait tous. Ah mince, le code, excuse-moi. Mais tu vois, j'ai envie de faire pipi.